Bonsoir, merci de vous joindre à nous. On va encore passer un très bon moment ensemble parce qu'on a des invités encore exceptionnels pour parler d'un sujet qui nous touche de manière assez importante parce qu'il y a pas mal de changements dernièrement quand on essaye de vendre, quand on essaye effectivement d'augmenter son chiffre d'affaires et on se pose toujours la question, ok, quel levier on va utiliser et finalement comment obtenir la croissance la plus performante en 2024. Et il y a de nombreuses études qui sont sorties dernièrement qui parlent de ok, est-ce qu'on développe les partenariats, est-ce qu'on fait beaucoup d'entrants, du marketing, est-ce qu'on fait beaucoup de sortants avec des commerciaux. Ça, c'est des sujets qu'on va évoquer bien évidemment aujourd'hui. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir trois personnes, trois en tout cas experts à nouveau pour vous amener pas mal de contenu. Alors, je vais commencer bien évidemment par Madame. Donc Delphine, merci de te joindre à nous. Delphine de Roquemorel de chez Stello. Et après, je te passerai la parole pour te présenter plus en détail. On a également Éléazar Baptiste de Ringover, merci de te joindre à nous, et Maxime Duclos de Ce Local. Alors, on a beaucoup de sujets quand même à aborder parce que, comme je disais, la croissance, tout le monde court après. On se réveille tous les matins en y pensant. Et puis, la croissance, ça veut dire pas mal de choses. Alors, justement, ça va être ma première question finalement à vous, c'est-à-dire déjà, bon, on va se présenter un peu quand même pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. Et puis, qu'est-ce que ça évoque surtout? Et puis, des choses un peu anecdotiques, qu'est-ce que ça... Alors pareil, on va démarrer par toi, Delphine. Finalement, merci de te présenter. Et la croissance, ok, super, mais ça évoque quoi pour toi? Merci Emmanuel. Donc moi c'est Delphine de Roquemorel. Je suis CRO chez Stello. Stello, alors qu'est-ce qu'on fait? On est une assurance en ligne pour les entrepreneurs. Donc on a 10 produits d'assurance en ligne pour assurer l'entrepreneur, donc son entreprise, le dirigeant et ses salariés avec donc du coup 10 produits d'assurance. On a la boîte a été montée en 2020, on comptabilise aujourd'hui 20 000 clients. En 4 ans, joli quand même. Ouais, pas mal, donc 10 000 en 2023. Ouh, pas mal. Très beau. Et donc notre typologie de clients, donc c'est au départ surtout des TPE et des indépendants. Et depuis un an aussi également des PME, des entreprises comme Ringover. Donc voilà pour notre typologie de clients. Et donc on parlait de croissance et aussi de marketing. C'est vrai que la spécificité chez Stello, c'est qu'on a un système de croissance qui est drainé par de l'inbound. Donc c'est vraiment l'équipe marketing qui va générer des opportunités de vente pour l'équipe commerciale. On est sur de l'entrant. On est sur de l'entrant. On va récupérer. À quasiment 100%. D'accord. Et donc dans mon scope, je gère du coup cette partie marketing. Donc on en parlera après, mais qui va générer du flux entrant via différents canaux d'acquisition. On a aussi la gestion du site internet qui récolte du coup les demandes de devis, qui est sous Webflow, et également du coup une équipe sales qui est composée de 10 personnes et qui va closer les demandes qui arrivent via le marketing. Okay. Donc là, une spécialiste de l'entrant. Donc on va pouvoir chez Stello, ouais. On va pouvoir attaquer ça effectivement pendant ce webinaire. Une anecdote particulière, j'aime bien démarrer avec ça, les leviers de croissance, ok, mais est-ce que tu as vu quelque chose, une société où toi-même tu as fait quelque chose, tu t'es dit mais tiens, ça normalement ça amène pas de la croissance, et si, là ça l'a amené? Oui, effectivement. Alors moi, au départ, je suis assez sceptique sur le levier événementiel pour générer des opportunités de vente, les salons, etc. Je trouve qu'on a toujours du mal à faire le pont après avec des opportunités de vente. Et là, en fait, on en parlera plus tard, mais dans le cadre du lancement de la marque Stello, on a eu l'opportunité, en fait, on a décidé de faire un événement de lancement pour lancer notre marque, auquel on a invité nos clients et aussi pas mal de prospects. Et en fait, j'ai été assez étonnée des résultats qui ont été drainés par cette première session. Donc, on a eu plus de 800 entrepreneurs inscrits, 600 qui se sont déplacés. Attends. T'as fait un événement et t'as réussi à attirer 800 personnes. Ouais, 814 inscrits. Ah ouais. Après, on a eu 600 entrepreneurs présents en physique et en digital. Okay. Et on a décliné 150 opportunités de vente sur la première session. Dans les 3 mois qui ont suivi sur les personnes qui étaient présentes. Et là, du coup, je me suis dit, en fait, il y a quelque chose à faire. Donc, nous, maintenant, notre parti pris, c'est on ne participe à aucun salon, mais on a notre événement qu'on a rendu... on fait le sien. Qu'on a rendu annuel, et en fait l'idée c'est de trouver un bon mix entre avoir en même temps du contenu qui intéresse l'entrepreneur, et nous on peut pas faire un événement sur l'assurance, sinon on n'aurait pas grand monde. Donc l'idée c'est d'attirer les entrepreneurs avec du contenu
contenu intéressant et en même temps de faire un événement qui dans lequel l'ADN de la marque ressorte vraiment. Donc nous, les événements Stello, c'est notre fondateur FX qui prend la parole et qui anime toutes les tables rondes. On a toutes les équipes, même les devs qui sont au vestiaire. Enfin voilà, donc ça transpire. Ça transpire belle anecdote. C'est vrai que ça fait 10 ans que généralement mes directions marketing me demandent de faire notre événement. Je suis toujours un peu frileux, mais je prends. Bonne anecdote. On va passer vers toi, Maxime. Merci en tout cas d'être là et je te laisse te présenter. Et pareil, qu'est-ce que ça évoque pour toi la croissance? Donc Maxime Duclos, je suis directeur commercial secteur public et partenariat chez Solocal. Solocal est une entreprise française qui a maintenant plus de 100 ans d'existence. Alors on n'est plus dans les 4 ans là. On n'est plus dans les 4 ans effectivement. On compte un peu plus de 260 000 clients partout en France. C'est notre force, c'est d'avoir la capacité d'aller à la rencontre de nos clients, que ce soit des TPE, des PME, des grands comptes ou des acteurs du secteur public partout dans les territoires. Notre mission, c'est de dynamiser la vie locale. Et nous accompagnons nos clients au travers de solutions digitales. On a vécu énormément de transformations. Pour moi, la croissance, ça évoque déjà un premier point, c'est que comme Solocal s'est beaucoup transformé, on a plutôt été dans une gestion de la décroissance puisqu'on a dû vraiment changer de business model. On est passé du papier au digital, donc on a dû gérer beaucoup de décroissance. Mais en revanche, ça nous a forcé à trouver d'autres leviers de croissance, et notamment l'entité dont je m'occupe, et notamment le secteur public, puisqu'on a décidé très récemment de développer une entité business dédiée au secteur public, puisque c'est un secteur qu'on considère comme un secteur avec un vrai potentiel de croissance. C'est bien. Donc là, on va pouvoir aller creuser effectivement ce que c'est que de passer, on va dire, de l'ancienne économie à la nouvelle et sur en plus des secteurs. Donc, comment on fait pour aborder un secteur qui est quand même réputé comme étant difficile? Ok, je prends. Je pense qu'on va y revenir, évidemment. Elle est une anecdote pareil, un levier de croissance que tu as vu et tu t'es dit, mais non, ça, et en fait, si, ça marche, quoi. Lorsqu'on a identifié le secteur public comme un secteur à potentiel, on a pris une première décision pour confirmer ce potentiel, de recruter un commercial dédié et de lui confier la gestion, la dynamisation de notre acquisition auprès des acteurs du secteur public, donc les collectivités locales, les mairies, les ministères, les administrations, les hôpitaux. Le test a duré un peu plus longtemps que prévu, il a duré quasiment 1 an. Un an, le gars, tout seul. Exactement. Sympa déjà, faut tout seul quoi. Tout seul, en s'appuyant aussi sur les différentes équipes commerciales dans les différents canaux. La performance était plutôt au rendez-vous puisque on a en 1 an réalisé un peu plus de 300 rendez-vous pour une centaine de ventes, donc plutôt un bon test. Et une fois qu'on a décidé de confirmer le test, on l'a transformé, d'où récemment la création de cette entité dédiée au secteur public qui désormais elle compte 4 commerciaux qui sont répartis partout en France et qui vont à la rencontre de nos clients et de nos prospects secteur public. Ok, on a un vrai chose à développer, quoi, un vrai secteur à développer. Ok, ça marche, je prends. Eléazar, merci d'être parmi nous. Pareil, même question. Merci de te présenter et de nous évoquer ce qui est la croissance, ce fameux mot. Merci à toi déjà, Emmanuel. Toi, tu me connais un peu plus que nos deux co-intervenants. Eléazar Baptiste, je suis Sales Manager France de l'équipe Inbound chez Ringover. Donc aujourd'hui, je suis en charge chez Ringover d'une équipe de 12 personnes qui est segmentée en 3 sous-équipes. J'ai 9 commerciaux, 2 SDR et donc un account manager. Donc comme toi, je suis plutôt spécialisé sur de l'inbound. Dans mon expérience, j'ai par contre fait un petit peu de tout. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans le domaine commercial. J'ai commencé en porte-à-porte. J'ai fait également de l'outbound. D'ailleurs, on utilisait les pages jaunes. Je crois qu'il y a quelque chose chez toi aussi avec les pages jaunes en digital. Je l'ai utilisé pendant très longtemps. Et puis également, donc, du coup, du pure inbound sur différentes sociétés. J'ai commencé dans un domaine un peu plus traditionnel avec France Loisirs, un petit peu d'expérience également chez Orange Business Service. Et puis dernièrement, je me dirige plutôt dans des entreprises tech avec Ringover aujourd'hui, Mooncard, Outiller System pour ceux qui connaissent également. Donc voilà. Ok. Et la croissance pour toi alors, c'est quoi? Comment tu l'abordes? Ça évoque quoi ce thème que tout le monde cherche à obtenir, mais pour toi c'est quoi? C'est un peu le sujet du moment et pour moi c'est comment est-ce qu'on va accompagner notre société à s'agrandir et à avoir de plus en plus d'impact et surtout lorsqu'on a des solutions qui peuvent changer la vie des clients comme c'est le cas pour nous aujourd'hui, de le faire connaître au plus grand monde. Donc tout le monde est gagnant et la société et nos futurs clients. Ok. Et pareil, petite question, allez, quelque chose d'anecdotique que tu as vu, un levier de croissance, tu t'es dit mais non, ça ok, bon, mais et en fait si ça fonctionne. Ok, alors du coup, je vais parler d'une anecdote sur laquelle moi personnellement j'ai été
persuadés que ça allait marcher, donc on a fait quelque chose de totalement différent. Dans une de mes anciennes expériences avec le VP Sales qui était en place, on a décidé en fait tout simplement de dire à nos commerciaux d'arrêter de vendre en tout cas de faire des démonstrations pour moins de 5 licences auprès de nos utilisateurs. La raison, plus de produit. Allez, on arrête, ça se vendra tout seul, on n'entre plus quoi. Justement, c'était tout l'inverse parce qu'en fait, on s'était rendu compte que nos commerciaux avaient plutôt tendance à se reposer sur le produit parce qu'on avait un très bon produit, et en fait, ils se disaient le produit va vendre tout seul, donc en fait, ils faisaient directement des démonstrations. Ils allaient un petit peu se réfugier dans la démonstration en se disant le produit est tellement super que le client va forcément adhérer, mais même si on a le meilleur produit, on va pas forcément s'adresser à la bonne clientèle, en tout cas au bon prospect, si on s'assure pas de connaître les besoins. Il y a une image que j'utilise assez souvent pour l'expliquer à mes commerciaux. Si aujourd'hui je suis vendeur de Ferrari mais que je vais m'adresser à un écolo, il y a peu de chances que je réussisse à faire une vente parce que ça sera pas du tout, je répondrai pas à ses besoins. Donc on les a dirigés vers une approche en fait plus consultative de la vente en leur disant au lieu de te jeter dans la démonstration, pose des questions à ton prospect, prends le temps, échange, creuse, découvre ses pains, vois comment tu peux l'aider, et ensuite tu n'auras plus qu'à tout simplement personnaliser ta démonstration en fonction des éléments que tu auras pu prendre, et pour toi et pour le prospect finalement ce sera un gain de temps et du coup de productivité derrière parce que le prospect trouve une solution qui est adaptée pour lui, et puis le commercial n'a pas passé 2 heures à faire une démonstration pendant laquelle le prospect était en train de jouer aux cartes potentiellement ou autre chose parce que ça l'intéressait pas. Ouais, effectivement dans les leviers de croissance on parle beaucoup des sources et on va y revenir d'ailleurs, mais il faut pas oublier l'aspect humain. Je pense qu'on en parlera. C'est finalement une fois qu'on a identifié tout ça, il y a de l'humain derrière quoi. Mais on va pour l'instant rester dans un premier temps aux sources. Et là, je vais m'adresser à toi, Delphine, parce que il y avait un élément quand on en a parlé un peu pour préparer cette session. Tu m'as dit mais je suis arrivé en fait, c'est simple, il y avait un partenaire qui faisait tout. Et donc quand on veut faire des leviers de croissance avec juste un canal, un peu compliqué quoi. Donc j'imagine que tu as mis toute une stratégie en place pour développer ça. Ouais, exactement. Il y avait un fort enjeu de diversification pour sécuriser un peu la croissance. Comme tu l'as dit, effectivement, on avait 81% de notre croissance qui était liée au canal partenariat et notamment à un gros partenaire. Ouais, en plus, c'est 80 d'un partenaire. C'est ça. Quand on dit il faut jamais avoir plus de 30% dans le panier, là on 80, était direct, ouais. Et du coup, mais alors ce canal partenariat, il est quand même, il reste toujours le plus important chez nous. Il draine 45% du flux aujourd'hui. Et ce canal-là, il est hyper intéressant pour nous pour 2 raisons. La première, c'est que c'est pas obligatoire de s'assurer en France quand on est entrepreneur. Donc c'est intéressant pour nous de s'appuyer sur un écosystème en amont qui peut nous permettre, qui a un fort pouvoir de prescription et qui peut nous permettre de pousser l'assurance. On parle notamment de banque en ligne. Notre plus gros partenaire, c'est Conto. En fait, quand je monte ma boîte, je suis obligée d'avoir un compte pro. En revanche, je suis pas obligée de m'assurer. Donc en fait, on s'appuie, on s'appuie sur des partenaires comme des banques en ligne, par exemple, pour pousser l'assurance au bon moment. Reçu dans ce podcast, effectivement, on avait reçu Dorothée qui nous avait expliqué tout ça. Ouais, donc une grande diversité. On va y revenir sur maintenant on développe des partenariats. On va finalement élargir sa gamme, quoi. On va tout à fait. Et en plus, comme c'est du marketing, beaucoup d'entrants, j'imagine des canaux différents que tu vas travailler, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors du coup, il y avait quand même l'enjeu de s'appuyer d'abord sur l'existant avec ce canal qui existait et qui est intéressant parce qu'en plus on le rémunère au succès. Okay. Et du coup, l'enjeu ça a été de le diversifier, donc effectivement de partir à la chasse de nouveaux partenariats et aussi de s'appuyer sur ce contrat qui existait déjà avec Conto et de faire en sorte de s'intégrer davantage. Donc là, c'est vraiment de l'animation partenariat et pousser ce qu'on appelle un peu l'assurance embarquée, faire en sorte de s'embarquer davantage dans le produit même du partenaire. On va ouvrir les feux sur la même. Alors que à l'inverse, Maxime, t'as dû un peu transformer parce que tu nous l'as dit d'ailleurs. C'était une stratégie qui venait du terrain et d'un seul coup on passe au digital. Mais comment on fait ça, quoi? Oui, complètement. La particularité de ce local, c'est d'avoir énormément de force de vente terrain, plus de 300 commerciaux sur le terrain. Et donc du coup, on a dû transformer notre force de vente à 2 niveaux. D'abord, c'était historiquement une force de vente qui a d'abord vendu du papier au travers de Page Jaune que tu citais tout à l'heure. Désormais, Page Jaune est 100% numérique. Ensuite, c'est une force de vente qui a vendu du digital et qui a vendu ensuite du digital, non pas sur des formats plutôt publicitaires, mais plutôt sur du format en abonnement, des plateformes SaaS, des solutions et des services digitaux. Donc une grande transformation de notre force de vente et on a dû aussi du coup diversifier nos canaux d'acquisition.
C'est la raison pour laquelle depuis maintenant quelques années, on diversifie au travers de différentes actions partenariales notamment nos sources d'acquisition pour à la fois aider nos commerciaux à recevoir des leads de qualité. Je pense notamment à nos commerciaux terrain et télévente, parce que je l'ai pas dit, mais on a aussi 300 commerciaux en télévente, et aussi pour générer des ventes additionnelles directement grâce à des dispositifs digitaux de conquête en acquisition de nos clients. Il y a vraiment toute une transformation à faire et de l'accompagnement, et le digital devient finalement partie prenante. Que ça soit embarqué avec des partenaires, que ce soit même finalement dans cette notion de démarche. Et c'est un peu le cas d'ailleurs pour toi aussi. Et là, finalement, ça va être ta principale source d'apportation de lead, le digital, quoi. Totalement. En inbound, moi, c'est 98% des leads qu'on va recevoir aujourd'hui, en effet, proviennent du digital. On a de la chance également d'avoir un parc client qui nous fait confiance, donc sur lequel, avec les account managers, on peut amener des actions pour les aider à utiliser nos différents produits, les accompagner dans tout ce qui va concerner leur gain de productivité au quotidien. On a de la chance d'avoir au sein de ce que j'aime appeler le Ringoverse tout un tas de solutions. Généralement, on est connu pour une de nos solutions qui va être la communication simplifiée, si je devrais dire ça comme ça, mais on a tout un tas d'autres solutions qui peuvent les aider, et on s'assure également d'être d'être connu pour les bonnes choses et que nos prospects sachent tout ce qu'on fait, prospects clients. Mais du coup, quand on cherche à développer un peu ces canaux, on va se baser sur quoi? Ok, maintenant vous avez établi finalement tous les trois en disant ok, on va se transformer, on a notre base, que ce soit le partenariat ou on va passer sur le digital, ou effectivement on va travailler l'inbound. Mais finalement, comment on va mettre en place cette stratégie? Qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps pour essayer de s'assurer que ok, voilà, c'est ça l'axe. Est-ce qu'il y a besoin d'aller chercher? Est-ce qu'il y a besoin d'aller construire? Est-ce qu'il y a besoin de regarder ce qu'on fait? Ça a été quoi pour toi le premier élément, quoi? Alors nous, en tout cas, pour la partie inbound, déjà la première chose à faire, c'est d'aligner le marketing et le pôle sales dans la même direction. Donc vu que l'inbound dépend totalement du marketing, forcément il faut que les deux soient alignés. On s'est énormément basé également sur notre existant client. On a pu remarquer dès le début qu'on avait quand même de fortes appétences sur certaines verticales. Je pense particulièrement à l'assurance, sur lequel on a un acteur qui est quand même très connu, AXA. On a un accord cadre avec eux. On a également un partenariat avec Ogodata, qui est un CRM spécialisé dans l'assurance. Donc c'est vrai que tous ces différents canaux nous ont permis d'avoir une marque forte dans le domaine de l'assurance et d'être reconnu comme quelqu'un qui compte, en tout cas pour les assureurs, sur les solutions qu'on propose. À partir de ça, on est parti du coup également faire d'autres partenariats pour tout simplement s'ouvrir à une nouvelle peut-être clientèle qu'on n'aurait pas décelée au préalable par rapport à ce que nous pensions que notre solution pouvait faire. Donc voilà, c'est un petit peu l'un alimente l'autre, c'est-à-dire qu'on a nos clients existants qui nous poussent vers d'autres canaux et les nouveaux canaux qu'on ouvre qui vont nous pousser vers une nouvelle clientèle. Finalement, c'est un peu ce que tu disais d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est l'analyse de l'existant que mentionnait Eléazar qui va te permettre de dire ok, maintenant on va s'orienter comme ça. Tu nous as raconté l'histoire de la personne là qui pendant un an, donc finalement c'est tous ces entretiens qui t'ont permis d'aller ok, quel levier maintenant on va pousser? Ouais, complètement. Ces entretiens, ils nous ont appris à connaître le marché, à comprendre aussi quels étaient les besoins clients et à orienter en fait notre go-to-market sur l'offre qui nous a semblé être la plus prioritaire pour ce marché-là. Quand je parle de ce marché, je parle du secteur public en l'occurrence. Et on s'est aperçu très vite qu'on avait un produit qui n'était pas en fait forcément dessiné pour le secteur public, qui était plutôt dessiné pour les grands comptes et qui matchait bien avec le besoin du secteur public. C'est une solution qui permet, par exemple, à une mairie de gérer l'ensemble de ses établissements publics sur Internet. Concrètement, ça veut dire quoi? Une mairie peut s'assurer que ses bibliothèques, ses écoles, ses parcs municipaux, ses piscines ont des informations à jour sur Internet pour faciliter la démarche usager. Et donc, du coup, les usagers vont se rendre plus facilement dans ces lieux de vie, ces lieux locaux de vie. Et en fait, cette solution, elle matchait bien avec le besoin client. Et c'était pas forcément la solution qu'on avait imaginée au début. On s'était plutôt focalisé sur une solution de prise de rendez-vous en ligne qui matche aussi bien avec un certain nombre de besoins des collectivités locales ou des administrations. Et en fait, au travers de tous ces échanges très nourris sur le terrain, au travers de cette ressource commerciale qu'on avait mobilisée pendant un an sur la phase de test, on a eu énormément de retours marché qui nous ont permis en fait dans notre stratégie d'avoir une stratégie très claire sur là où on veut aller demain. Je pense que c'est aussi pour ça que le test a duré un peu plus longtemps et qu'on a pu accélérer ensuite sur la mise en place de l'organisation qu'on a mis en place et qui repose notamment sur le fait que on s'est aperçu, on a eu 2-3 éléments clés de learning suite à cette expérience. On s'est aperçu que
Et c'était pourtant une surprise pour moi. Il n'était pas forcément nécessaire d'être tout le temps en rendez-vous physique avec les collectivités locales pour conclure des deals. La visio fonctionne, donc on peut travailler à distance, mais qu'en même temps, avoir une présence sur le terrain, ça reste quand même indispensable pour finaliser un certain nombre de deals, et notamment avec des décideurs clés. C'est pour ça que dans l'organisation commerciale secteur public qu'on a mis en place, on a décidé d'avoir des commerciaux qui sont répartis en région. Pour l'instant, il n'y a que 4 ressources commerciales, mais elles sont dans des bastions clés qui nous ont semblé clés en région pour pouvoir adresser correctement ce marché. Et dans l'adressage, par contre, ce que tu m'indiquais en termes de finalement de croissance, de levier, donc où aller chercher du lead, tu m'as dit, mais en fait, c'est impressionnant comme ce secteur, en fait, se recommande l'un à l'autre. Pour toi, ça a été aussi cette phase d'apprentissage que tu as eu pendant cette année, en disant ah oui non mais en fait parce que quand on a un secteur surtout dédié comme ça, après comment on l'adresse? Et je sais que le première chose tu m'as dit, mais en fait ils se connaissent tous quoi. Exactement, ils se connaissent tous, et la première décision qu'on a prise quand on a lancé le test, c'est d'aller voir tous nos clients qui utilisaient à l'époque notre solution de prise de rendez-vous en ligne, et de faire un peu un retour d'expérience sur l'usage de la solution. On s'est aperçu que globalement la satisfaction elle était au rendez-vous. On a proposé du coup le principe de témoignage client, ce qu'on faisait assez peu chez Solocal, et toutes les semaines pendant 4, 5, 6 mois, on publiait sur les réseaux sociaux le témoignage d'un client satisfait. Et en fait, on s'est aperçu que c'était une vraie source d'acquisition, puisque directement des mairies, des collectivités locales sont venues vers nous au travers de ces témoignages, et elles ont trouvé que ces témoignages étaient intéressants et collaient parfaitement à leurs besoins. Et on a aussi utilisé le moteur de recommandation, c'est-à-dire, comme tu le disais à l'instant, les collectivités locales qui directement nous recommandaient auprès de leurs pairs en local. Il faut savoir que le secteur public, c'est l'univers le moins concurrentiel au monde. Hein. Les collectivités ont tout intérêt à partager des bonnes pratiques, puisque elles ont pour ambition d'apporter un service aux usagers, et plus le service et de qualité, mieux c'est. Donc effectivement, ça fait partie de nos principaux enseignements dans le cadre du test aussi, c'est la puissance du témoignage client et de la recommandation dans ce secteur. Et donc finalement, essayer de récupérer au maximum et de faire travailler une machine marketing pour aller faire cette recommandation. Et pourtant, ça suffit pas, parce que tu m'as dit aussi en disant bon, ça c'est très bien, ça amène du lead, c'est un levier de croissance assez intéressant. Mais il y a un fameux terme qu'on adore utiliser un peu dans le monde de la tech, c'est product led growth, c'est-à-dire on fait un produit et puis ça nous amène des vecteurs. Et même là, vous y avez été, alors que ça vient, tu l'as dit, c'est hyper vieux et tout, mais non, vous avez aussi réussi à tirer ça. Ouais, tout à fait, oui. C'est le produit que j'évoquais tout à l'heure. C'était un produit qui n'était pas forcément dessiné pour s'adresser au secteur public. Et en fait, on s'est aperçu dans les échanges qu'on avait avec nos clients qu'il y avait un vrai besoin associé, et qu'en fait, tout ce secteur était très en retard sur sa visibilité en ligne, sur les différentes plateformes, sur Google, sur Page Jaune, sur Facebook, etc. Et qu'il y avait un vrai besoin à la fois de nos clients, mais aussi de leurs propres clients, donc en fait les usagers. Et du coup, ça nous a permis de redimensionner complètement notre produit, notamment dans le go-to-market, mais aussi dans le marketing de l'offre. Et on a intégré des nouveautés qui sont valables bien sûr pour ces clients, mais aussi pour l'ensemble de nos clients, comme je pense notamment à l'intégration de l'intelligence artificielle pour gérer de manière quasi automatisée. Ça fait 28 minutes qu'on a démarré, le terme n'avait pas encore été prononcé. Ça y est, c'est bon, on l'a lâché. On l'a. Pour automatiser en fait les avis, la réponse aux avis déposés par les usagers en ligne. Et c'est un outil super puissant qui permet facilement aux agents de la collectivité, quels qu'ils soient, souvent c'est les directions de la communication, pouvoir répondre de manière quasi automatisée grâce à l'intelligence artificielle qui apprend en plus automatiquement d'elle-même des réponses qui satisfassent ou non l'agent qui est derrière. Donc le produit reste quand même un gros vecteur, et même là finalement dans un secteur assez particulier, on y arrive, donc ça permet de développer. Donc je retiens effectivement la partie recommandation. D'ailleurs, j'en profite, je fais une petite aparté. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les poster. On les retient et on vous répond à la fin, parce que j'entends des choses qui sont quand même très intéressantes, mais j'aimerais bien revenir dessus à la fin. Donc ça, c'est on commence à venir sur les premiers vecteurs. On a différentes sources qui peuvent s'amener. J'entends tout à fait, mais finalement, il y a aussi besoin parfois de fondamentaux pour aller développer ça. Donc parfois c'est le produit. Parfois, cependant, ça peut être la marque. Et je sais qu'on en avait parlé et tu nous l'as un petit peu évoqué en disant, on a démarré par un partenariat puis on a développé. Mais par contre, ce que moi je sais et ce que j'aimerais bien que nos auditeurs écoutent, c'est que tu n'as pas pu faire en fait sans changer la marque. Tu as fait tout un travail de transformation. Tu peux nous en parler, parce que finalement, un levier de croissance, on peut dire, on actionne ça, mais tu as dit non, on va revenir aux fondamentaux, quoi.
Ouais, tout à fait. Donc la première étape, ça a été de se baser sur un canal qui marchait déjà bien, donc les partenariats, mais surtout aussi d'avoir d'autres canaux qui marchent à côté. En fait, ce qui m'a permis de me rendre compte qu'il y avait un sujet avec la marque, c'est plusieurs choses. Tu parlais de témoignages clients, d'écoute client. Moi, ça a un peu démarré par ça quand je suis arrivée du coup, on s'appelait Easy Blue à ce moment-là, en 2021. J'ai contacté beaucoup de clients en arrivant, et en fait, les clients ne savaient pas qui on était. Les clients, parce qu'en fait on est courtier, donc en fait le client in fine il va signer un contrat d'assurance avec nos partenaires d'assurance, avec AXA et machin. Il va pas se connecter tous les jours sur son espace client Easy Blue. Donc en fait Easy Blue, on a affaire à l'assurance, sinon on se porte. Tout à fait. Moi c'est mon cas, je te confirme. Oui, tu n'es pas le seul, et tous les entrepreneurs sont comme toi. Donc t'avais un vrai souci effectivement d'adhérence à la marque. Ouais, tout à fait. Donc là je me suis dit mince, on peut même pas se baser sur nos clients existants pour drainer de la croissance via du parrainage, du referral, etc., du bouche à oreille. Donc déjà, voilà, première chose identifiée. On avait aussi très peu de data sur le marché, les entrepreneurs, l'assurance, etc. En B2B, il y a très peu de data là-dessus. Donc j'ai aussi fait faire un sondage par un petit institut indépendant pour avoir des chiffres. Et là, pareil, deuxième enseignement intéressant, c'était 50% des entrepreneurs ne sont pas assurés. Et en creusant, c'était en général les entrepreneurs sont très optimistes, effectivement, sinon on monte pas son entreprise, et en plus assez phobique administrative. Donc autant vous dire que l'assurance c'est vraiment ce qu'il y a en tout dernier de la to-do list quand je monte ma boîte, quand bien même j'y pense. Et donc là je me suis dit aussi en fait il y a potentiellement un rôle à prendre assez intéressant en fait d'évangélisation aussi sur le fait de s'assurer et l'importance de s'assurer. En fait, je t'assure ton téléphone, t'assure, tout est assuré aujourd'hui, mais t'assures pas ton capital, ton entreprise. Il faut peut-être pas, démarrer par ça. Et en fait, du coup, ce rôle-là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne pouvait que l'avoir avec une marque assez forte, qui nous permette de prendre la parole aussi sur d'autres sujets que l'assurance, parce que les entrepreneurs n'aiment pas parler d'assurance, n'aiment pas entendre parler d'assurance. Et donc, c'est là que petit à petit, on s'est lancé du coup dans ce projet de rebranding. Donc on a changé notre nom et changé un nouveau territoire de marque sur lequel on s'appuie aujourd'hui, parce que la marque représente maintenant, après 18 mois de lancement, 20% de notre acquisition. Ouais, donc là c'est successful. Là c'est clair, vous avez rencontré le succès. Donc parmi les leviers de croissance, on dit souvent comme on l'a vu, on peut exploiter l'existant, on peut questionner les clients, on peut aller développer du digital ou des choses comme ça. On a pas mal avec le marketing effectivement la capacité, mais là tu dis non, mais aussi il faudrait se poser la question parfois, revenir au fondamentaux en disant est-ce que j'ai finalement la bonne vision, la bonne image déjà sur le marché. Je peux peut-être re-questionner le marché, quoi. Ouais. Tout à fait. C'est un canal qui est hyper intéressant parce que déjà il est très qualitatif. C'est le canal sur lequel on a les meilleurs taux de transfo. C'est un canal aussi qui va alimenter les autres canaux. On a 3 des gros partenaires qu'on a signés qui sont venus vers nous. Nous chercher. Parce que du coup, ça y est, vous êtes connus, reconnus, quoi. Donc finalement, c'est un canal qui est hyper intéressant. Et alors, il y a des points négatifs aussi, c'est-à-dire que il y a besoin d'investissement au départ. Pour faire payer une agence pour un rebranding, refaire un site internet. On a fait une marque, ça coûte un peu, ouais. Ouais, alors après tu peux, selon le budget que t'as, nous on n'avait pas non plus un budget très extensible, donc on a réussi à faire avec, alors tu vois, enveloppe tout compris avec agence de rebranding, le site internet, plus une campagne de lancement qu'on a étirée sur 4 mois, dont notre événement, c'est 100 000 €. Oui. Mais sachant que tu peux faire moins et tu peux faire beaucoup plus. Oui, tout à fait. Non, après tu pilotes, effectivement. Donc voilà, mais du coup c'est aujourd'hui un canal hyper important pour nous, et notamment pour capitaliser sur nos clients existants. Et c'est ça d'ailleurs, parce que tu m'as évoqué ça, c'est-à-dire que dans les leviers de croissance, forcément, on essaye d'enrichir déjà ce qu'on a, et puis se pose la question de OK, est-ce que je suis capable d'ouvrir d'autres marchés, parfois des marchés très proches. Et quand même la première question qu'on se pose, c'est déjà s'il y a une adhérence avec nos clients. Alors si les clients vous connaissent pas, forcément ça va être compliqué. Mais si du coup il y a une marque forte, des clients qui commencent à être alerte, c'est là où tu as pu développer des nouvelles choses, il me semble. Ouais, tout à fait. Du coup, la marque est aussi en charge de la fidélisation client. Quand je suis arrivée, oui, les clients avaient en moyenne 1,2 produits chez Stello, alors qu'on en a 10. Et là, voilà, grâce à la marque, aujourd'hui, on fait grimper le taux de multi-équipement. Ok. Et le challenge pour aller développer des nouveaux marchés, justement, comme les leviers de croissance, on parle souvent des nouveaux marchés, même sur l'upsell, cross-sell, quelques conseils en disant, OK, comment on va y arriver? Ça a été quoi la
la martingale pour le faire? Eh ben écoute, nous, alors c'est pas forcément le cross-sell, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire grâce aux sales, parce que les paniers moyens sont pas assez élevés pour faire du cold call sur la base. Du coup, on s'appuie quasiment exclusivement sur la marque et sur l'emailing, donc du nurturing avec du contenu intéressant, de la pédagogie, etc. Du contenu, ça peut être des webinars, notre événement annuel et des emailing pour susciter le besoin sur la base existante. Le marketing qu'évoquait justement Eléazar en disant ok, comment on fait tous les canaux pour venir, et donc c'est comme ça que tu as finalement réussi à développer des nouveaux marchés, quoi. Ok. Ouais. Et en plus des nouveaux marchés sur les leviers de croissance, je vais retourner vers toi. C'est ok, mais des fois il y a même des pivots complets, quoi. Parce que encore une fois, moi j'adore cette histoire. C'est-à-dire que tu passes du physique au digital, donc là tu as un pivot complet à faire. Donc certains des qui nous écoutent se disent ok, moi aussi comment tu vas le prendre, ce nouveau business model finalement? Comment tu vas l'impulser? C'est un long chemin qui a démarré chez Solocal et donc Page Jaune depuis maintenant plusieurs années, avec différentes étapes qui ont été franchies. Je pense qu'une étape significative un peu plus récente qu'on a franchie et qui notamment en termes de rentabilité et de sécurisation de revenus a été très forte et très importante, c'est lorsqu'on a décidé en 2018 de mettre en place un modèle en abonnement avec la tacite reconduction, donc avec une récurrence de revenus, ce qui nous a permis aussi de focaliser notre acte commercial sur du qualitatif, c'est-à-dire l'accompagnement client et des actions d'upsell et de cross-sell auprès de nos clients. Ça a été un moment charnière dans la transformation de notre business model. Auparavant, bien sûr, on avait transformé le business model pour s'assurer que l'ensemble des offres que nous commercialisons auprès de nos clients étaient des offres digitales. Et ça a vraiment été l'aboutissement de la transformation de notre business model, dont on commence à voir les fruits aujourd'hui, puisqu'on a la grande majorité de notre business qui repose sur auprès de nos clients, qui repose sur du renouvellement, ce qui nous permettre désormais d'accélérer sur l'acquisition. En tout cas, c'est notre objectif, l'acquisition de nouveaux clients sur les produits stratégiques, puisque chez Solocal, on suit vraiment les produits particulièrement stratégiques et notamment des produits à forte valeur pour nos clients, mais aussi à valeur ajoutée pour Solocal, c'est-à-dire des produits rentables. Ok. Par contre, tu as mentionné un point qui est critique, c'est-à-dire tu dis ok, on transforme les business models et choses, mais tu as finalement dit oui, mais c'est les commerciaux finalement et le mindset qui va intervenir comme ça. Et je sais que c'est typiquement un des points que tu avais évoqué, Eléazar, c'est-à-dire que quand on a des marchés qui changent, des choses comme ça, oui, mais il faut aussi revenir aux commerciaux parce que faut que l'accompagnement il se fasse. C'est un cas que tu as vécu, il me semble, surtout quand on est dans les startups. Tu as mentionné quelques startups, dont Ringover qui est plutôt maintenant une scale-up de par sa taille, mais quand même on affronte des changements. Les commerciaux, pas facile à faire? Alors, pour que ce soit facile, il faut bien entendu les accompagner. Donc, si on revient à l'humain, il faut vraiment revenir à l'humain. Et dans ce cas-là, la formation, un accompagnement au day-to-day, c'est hyper important. Nous, c'est vrai qu'on a vécu aussi un gros pivot chez Ringover, donc tu le sais très bien, Emmanuel, avec une spécialisation de nos équipes sales sur justement de l'inbound et de l'outbound. Donc, on a aujourd'hui des sales qui sont vraiment spécialistes de leur marché, de leur secteur. On a également, en tout cas, c'est un souhait, verticaliser nos commerciaux qui sont sur de la prospection, de l'outbound. Et donc, pour tout ça, il faut leur apporter les bons outils, les aider au quotidien. On a une Sales Academy qui a été également montée avec Jeff, je lui passe un petit bonjour s'il nous écoute, qui accompagne au quotidien également tous nos commerciaux. L'onboarding, on l'a également solidifié. Aujourd'hui, c'est vrai que l'onboarding, ça prend chez nous en moyenne 6 à 8 semaines. Donc, c'est un onboarding vraiment important. On a mis les moyens pour que nos nouveaux entrants soient dans les bonnes conditions, justement pour pouvoir se spécialisé, peu importe la branche vers laquelle il se dirige. Par exemple, un sales qui ferait de l'outbound chez nous, il va commencer en BDR, il va faire un peu d'SDR pour voir nos différents clients, il va également faire de l'inbound et ensuite de l'outbound pour qu'il visualise vraiment toutes les façons de vendre qu'on a chez Ringover, qui s'habitue au discours, aux différents produits. Ça lui permet, au moment où il est vraiment opérationnel, d'être normalement en totale maîtrise et de son discours et de qui on est et de ce qu'on peut apporter à nos clients. Tu parlais tout à l'heure de valeur ajoutée. On est aujourd'hui, nous, sur du consultative selling, donc il faut apporter justement une valeur à nos clients. C'est vraiment notre mission. Et du coup, pour ça, il faut bien les former. Ouais, c'est ça. On peut pas avoir un effet de levier si de toute façon les commerciaux montent pas. Une Sales Academy effectivement puissante, on va dire, arriver sur différentes phases.
Et tu me disais que par rapport à la personne finalement, ok, elle l'a faite pendant 1 an aussi, et après il va falloir, il y a une notion d'exemplarité qui est clé finalement si on veut accompagner les sales à établir et finalement à être capable d'obtenir ce levier de croissance. Que si on peut agir au niveau marketing, ok, à mettre de l'argent, à développer, alors super événement, tout le monde en plus s'y joint, mais derrière de toute façon, il va falloir que le sales le prenne en main, quoi, et être capable de le traiter. Je te disais, de toute façon, il va falloir à un moment donné mouiller le maillot, il va falloir être sur l'exemplarité. Oui, complètement. L'exemplarité, ça passe par le fait de participer aux rendez-vous stratégiques, voire même la plupart des rendez-vous dans un premier temps, parce qu'on était dans une démarche de connaissance du marché. Donc, c'est ce que je disais, l'année dernière, on a fait tous les deux 300 rendez-vous, donc c'est énorme. Donc, personnellement, je me suis beaucoup aussi impliqué dans tous ces rendez-vous et dans tous ces échanges. Et par ailleurs, sur ce secteur très particulier, sur lequel n'adresse pas que le secteur public, et d'ailleurs, plus de 95% de notre business se fait avec des TPE-PME. Mais sur le secteur public, la particularité de ce secteur, c'est que le relationnel est très important et il faut savoir s'adresser aux bons décideurs. Et ce qu'on a fait justement avec Wang, pour le citer, qui travaille avec moi sur ce sujet, c'est on a défini ensemble quels étaient les interlocuteurs clés. Ça nous a pris un peu de temps. On a finalisé une cartographie de ces interlocuteurs clés et maintenant les fameux personas. On sait par exemple que pour faire du business avec des collectivités locales, il faut avoir dans son giron les directions de la communication, la direction des systèmes d'information, la direction générale des services, et c'est ces interlocuteurs clés qu'il faut adresser. Et c'est sûr que si on s'appuie sur les données qui sont dans un CRM classique, on n'aura pas ces informations-là. Donc on a été les chercher, on a constitué cette base. Et depuis qu'on a constitué cette base, on a énormément de rendez-vous et énormément de deals qui sont en cours grâce à cette base de données. Ok, donc on en revient finalement à un élément. Si tu nous dis levier de croissance super, mais si on veut chercher de la croissance, faut déjà chercher l'outil et la base de données. Exactement, c'est le point clé. La data est le point clé des leviers de croissance, il me semble. Sur d'autres secteurs, notamment, on a développé des dispositifs qui nous permettent, au travers de la donnée, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, d'aller chercher vraiment le client grâce à la data et aussi grâce aux produits et à des services freemium qu'on met à leur disposition. On va le prendre tout de suite. Tu penses à quoi en termes de données? Je pense notamment aux données qui nous viennent des audits digitaux. On a mis en place un service chez Solocal qui est gratuit pour l'ensemble de nos clients et prospects, principalement pour nos prospects d'ailleurs, qui permet à une entreprise, notamment une TPE ou une PME, qu'importe son activité, de mesurer sa maturité digitale sur Internet. D'accord. C'est un outil très simple, ça prend quelques minutes, et grâce aux plateformes technologiques qu'on a montées et grâce à l'ingénierie et la data qu'il y a derrière, on est capable de restituer un niveau de maturité digitale et de présence sur Internet pour les entreprises. Donc finalement, c'est un peu un quiz dans lequel on va s'auto-analyser. Exactement. Et ça, pas trop compliqué à monter, j'imagine, en fait. Pas difficile à monter. On demande quelques informations sommaires aux entreprises, nom de l'entreprise, raison sociale, lien vers le site internet, et après très facilement notre système permet d'identifier la présence numérique partout sur internet de cette entreprise, et on restitue cette présence au travers d'un diagnostic qui est envoyé par mail directement à l'entreprise. Okay. Et en fonction de cette maturité là, on est capable automatiquement de recommander certains produits qui seront particulièrement pertinents par rapport à la maturité qu'on aura identifiée. Et c'est un canal d'acquisition à part entière, puisque en 2023, ce canal a apporté plus de 115 000 contacts à notre force de vente. Ah oui, c'est pas mal quand même. Oui, effectivement. Ça, je pense que tous nos interlocuteurs et tout le monde seraient preneurs. Donc finalement, être capable de revenir un peu aux besoins que Léazard mentionnait, de poser des questions pour évaluer finalement leur sensibilité par rapport à ces besoins produits, de faire une rapide analyse, de leur envoyer, mais derrière de leur dire bon, maintenant on a vu où vous en êtes et on est capable d'aller un petit peu plus loin. Ça génère, ceci dit, beaucoup de leads, ok. Donc va falloir s'intéresser à ça. Et je sais que c'est une de tes problématiques. Tu nous as mentionné avant, c'est dire oui, en fait, on a des outils, on a de la data, mais finalement, toi, c'est beaucoup d'entrants. Et alors là, quand on en a plein, comment on gère tous les outils et comment on s'assure que les équipes, finalement, ont les bons niveaux d'information? Je rebondis d'abord sur l'aspect outils pour tester des choses et tout. Nous, je sais qu'au marketing, et je pense que c'est des compétences qu'on a de plus en plus dans les équipes marketing, c'est les compétences développement no-code.
Oui. Et en fait, nous, depuis qu'on fait ça, donc depuis 18 mois, en fait, c'est le marketing qui est en charge de tester l'appétence des clients aussi pour des nouveaux marchés et des nouveaux produits d'assurance. Et donc aujourd'hui, tu vois, grâce à du no-code, on est capable de limite développer un produit, sortir un nouveau produit d'assurance en l'espace d'une semaine. On le teste. Rapide, oui, mais en fait, tu vois, c'est une landing page produit, un typeform derrière, et ensuite tu le connectes avec ton CRM. Finalement, c'est assez simple. Et en fait, on est capable d'aller tester l'appétence de nos clients et aussi éventuellement avec un ou deux canaux d'acquisition, voir si on est capable au côté marketing de générer du volume sur ce produit-là. Ensuite, on regarde la qualité, savoir si on est capable de le transformer, et seulement après, on l'intègre au roadmap tech. Donc, c'est assez sympa de parler aussi d'agilité tech finalement. Oui, d'aller tester en permanence. Ouais, d'aller tester via le marketing. Un peu par rapport à notre message, c'est-à-dire que les leviers de croissance, il peut y en avoir. On en a parlé de singulier, mais il faut pas jamais oublier d'essayer d'enrichir à nouveau et de tester une appétence marché, quoi. Ok, intéressant. Et par rapport à cette, et tu dis ça, c'est lié finalement à la donnée. Et je sais que typiquement, Eleazar aussi, t'es très donné en disant ok, c'est bien d'avoir développé différents canaux, mais comment on va traquer ça? C'est quoi pour toi la donnée qui est primordiale pour savoir ce qui fonctionne? Le MRR. Vu qu'on est dans le domaine sales, je dirais ça, mais en soi, ce qui va vraiment être important pour moi et ce que je pilote au quotidien, c'est quand je mets en place une stratégie, je veux m'assurer déjà qu'elle soit comprise, parce que si elle est comprise, je vais pouvoir ensuite m'assurer qu'elle soit mise en place et ensuite tirer les bonnes datas pour aller vérifier par exemple si un provider de lead nous apporte le bon ROI ou autre. Donc en fait, je m'assure que, tout à l'heure on parlait d'alignement en marketing sales, je m'assure également au sein de mon équipe que mes sales sachent pourquoi je veux absolument compiler la data, avoir la bonne data, parce que si je leur demande juste tout bêtement de renseigner un certain nombre de chances sans qu'ils en connaissent la raison et potentiellement les conséquences, positives ou négatives, il y a peu de chances qu'ils le remplissent bien. Et il faut pas oublier que la data, si on dit qu'une société doit être data driven, c'est pour accompagner nos collaborateurs au quotidien. Et en fait, le but c'est pas de les fliquer ou autre, c'est vraiment de trouver les moyens de les aider, de faciliter leur quotidien. Donc c'est aussi un message que je porte auprès de mes équipes et je m'assure qu'ils le comprennent bien. Et étonnamment, quand on a cette approche-là, ils rechignent toujours un peu à bien renseigner tous les champs, mais globalement, ça va, je suis satisfait. On arrive à rentrer, du coup, à définir ce qui fonctionne le mieux, quoi. C'est ça. Et ensuite, du coup, couper les mauvais providers, par exemple. On peut changer sa stratégie. Tu parlais tout à l'heure d'agilité. Pour qu'on puisse être agile, il faut avoir de la bonne data, de la data fiable. Et pour ça, remplir le CRM, c'est hyper important. Ouais. Et je sais que d'ailleurs, toi, tu as établi quasiment un scoring même, en fait, parce que tu as tellement de leads qu'à un moment donné, tu t'es dit non, mais en fait, il faut que je les score parce que je peux pas aller partout, quoi. Ouais, alors là, on est en plein dans le chantier parce qu'on a eu effectivement cette première phase de ça arriver à générer du flux avec plein de canaux d'acquisition. C'est bon, on a sécurisé un peu la roadmap côté croissance et apport de leads. Maintenant, on rentre dans une deuxième phase qui est en fait, on peut pas tout traiter. On n'a pas non plus vocation à recruter 50 sales. Nous, on a une trajectoire de rentabilité là qui est dans un futur proche. Oui, donc tout le monde, on est passé d'un argent facile à un argent plus difficile. Donc la rentabilité, c'est un mot qui est revenu. On n'en a pas parlé effectivement lors de ça, mais c'est devenu la croissance, non pas pour la croissance, mais la croissance rentable aussi. Tout à fait. Et du coup, effectivement, là, on est dans un gros chantier de scoring des leads pour savoir déjà est-ce que les sales doivent tout traiter. Et sur ce qu'on doit traiter, en fait, est-ce qu'il y en a celui-là, je dois le relancer 6 fois, celui-là, je dois le relancer 2. Enfin voilà, donner un peu une granularité. C'est que quand on a beaucoup de volume, il faut réussir à orienter un peu l'effort sales finalement. Et donc le CRM est effectivement hyper clé. Et c'est aussi pour ça qu'on a assez récemment rejoint les girons sales et marketing, parce qu'on a en fait besoin d'un alignement total entre les deux équipes. On a besoin d'agilité et d'échanges permanents sur la qualité des leads, sur le pourquoi on perd, pourquoi on gagne, et nous permettre de faire des stats aussi de rentabilité sur chacun des canaux. Et quel conseil tu donnerais à ceux qui nous écoutent pour finalement utiliser les quelques critères qui te permettent d'analyser tes canaux, donc finalement pour toi, là j'entends, d'avoir le meilleur scoring? Ouais. Parce que si tu as le meilleur scoring, tu déduis quels sont les meilleurs, tu vas les convertir, ensuite tu vas déduire ton canal. Donc bon, on peut scorer sur plein de choses, mais c'est justement ça la difficulté, c'est qu'en fait dès qu'on commence à mettre le doigt dedans, on est tenté d'ajouter en fait je sais pas 10 critères et de faire un peu des un système de scoring. Je m'attendais à beaucoup plus, hein. Ouais, mais là on essaie de commencer par des trucs assez simples. Okay. Donc tu vois, nous on prend en compte typiquement le métier de l'entrepreneur qui arrive, son secteur d'activité, parce qu'il y a des secteurs d'activité qui ont plus ou moins assurables chez nous.
Et le chiffre d'affaires est quand même un super indicateur. De plateforme pétrolière, non, on prend non, pas quoi. Ça typiquement, il va pas être appelé dans les 5 minutes. Mais et après il y a le chiffre d'affaires forcément chez nous qui rentre en ligne de compte, parce que plus j'ai de chiffre d'affaires, plus potentiellement je peux prendre de produits d'assurance. Plus j'ai de salariés, plus j'ai donc on prend ces critères-là de chiffre d'affaires, de nombre de salariés. Et t'as segmenté tes équipes commerciales derrière pour être capable de travailler mieux finalement, parce qu'on l'a dit, dans les leviers de croissance, on a parlé des leviers externes, mais on a parlé aussi de la formation, des commerciaux, et donc quand on arrive à générer finalement de l'entrant, ce qui a l'air d'être ton cas, il va falloir aller le traiter, mais du coup, tout le monde traite tout ou Non, effectivement, il y a des équipes qui sont spécialisées. On a en fait un entrepreneur qui arrive avec un devis d'assurance. Il y en a certains qui peuvent souscrire directement en ligne, donc ça correspond à 40% de nos clients en fait arrivent et souscrivent complètement sans autonomie, sans avoir un commercial au téléphone. Et parmi ceux qui restent, selon ton métier, tu vas soit pouvoir avoir tu as eu ton devis en ligne visible, donc tu pourrais souscrire tout seul. Tu as juste éventuellement une ou deux questions. Ça c'est une équipe sales qui va se charger de ces entrepreneurs-là. Et après, on a des entrepreneurs qui ont un métier ou des spécificités et qui sont obligés d'avoir un sales au téléphone pour avoir un devis sur mesure. Et ça, c'est effectivement une équipe commerciale qui est spécifique, avec des sales qui ont de l'expérience dans le domaine de l'assurance, etc. On a cette même problématique finalement quand on est aussi hyper sectoriel, c'est-à-dire que là, on a effectivement une variation des scores et tout, mais moi, j'ai envie de dire bêtement. Alors, c'est sûr qu'entre la mairie de Versailles et la mairie de mon petit village où il y a 1200 habitants, c'est différent. Mais pareil, il y a besoin d'une classification. Est-ce que c'est une stratégie de croissance qu'il faut penser dans tous les cas, ou là, non, en fait, on est capable de traiter Je dirais qu'il y a surtout une stratégie de priorisation dans l'exemple que tu as. On retrouve pareil, quelles ont priorité, score et exactement. Dans l'exemple que tu as pris, dans notre stratégie aujourd'hui, ce qu'on a décidé, c'est que bien sûr, la mairie de Versailles sera prioritaire. Ça veut pas dire qu'on n'ira pas avoir la mairie du petit village de 1200 habitants, mais par rapport ils sont bien allègrement, ce petit village. On sait que nos solutions sont vraiment plutôt dessinées pour des collectivités d'une certaine taille. Le seuil qu'on s'est donné, c'est des villes de plus de 10 000 habitants. Et ensuite, les agglomérations, les métropoles, les départements, les régions et toutes les administrations. Et j'imagine une question très bête, mais vous avez fait ça parce que l'élément d'ailleurs a été sorti tout à l'heure, rentabilité quoi. Rentabilité, et aussi parce que les offres qu'on a dessinées sont parfaitement adaptées à ces cibles-là. Et elles le seraient beaucoup moins pour des petites structures. Tout à l'heure, tu évoquais le fait que vous avez commencé à parler de produits à partir de 5 licences. C'est un peu la même situation en fait finalement dans ce cas-là. On a une solution en fait, la solution que j'évoquais tout à l'heure, qu'on met à disposition des collectivités à partir de 10 établissements. Gérés, c'est-à-dire au moins une dizaine de structures publiques, que ce soit des écoles, etc. Et autres. Et donc en fait, pour avoir une dizaine d'établissements publics, voire une vingtaine, trentaine, parce que ça devient vraiment intéressant pour nous à partir de 20-30 établissements, faut déjà avoir une collectivité d'une certaine taille. Donc voilà, on l'a fait par priorité. Ça veut pas dire que nos solutions sont pas adaptées pour les petites collectivités. Et puis aussi, par la force des choses, pour le moment, comme on démarre cette nouvelle activité de cette manière-là, on a 4 ressources commerciales. Donc on part au plus prioritaire et donc au plus rentable également. Ouais, et puis au moins tu peux démarrer d'en haut et après descendre, ce qui te permet d'affiner effectivement ta formation. Au moins tu les attaques tous par le haut et tout. Et je vais d'ailleurs revenir un peu à cet aspect formation, accompagnement, parce que il y a un des éléments clés qui est pas sorti encore, qu'on avait évoqué, c'est quand on a autant de canaux, on a plusieurs fois des leads assez importants qui viennent de partenaires ou qu'on s'adresse. Finalement, la gestion du temps et de la relation sur le levier de croissance, elle est primordiale. C'est-à-dire qu'on peut avoir des leviers qui sont très importants, mais finalement, des leviers vont nécessiter des temps différents. Je m'explique. Quand on est effectivement, j'imagine, on en avait parlé sur des mairies, on est plutôt sur un temps qui va être ponctué par des appels d'offres. Je vais hocher la tête. Et alors que si on va être sur de l'inbound et les hasards, la rapidité, la réactivité, elle va être critique, quoi. Mais comment tu fais pour accompagner des commerciaux dans ces cas-là? Parce que là, on n'est pas sur les mêmes timings. C'est un très bon point. Déjà, nous aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que nos équipes, elles sont structurées par, on va dire, taille de clientèle qu'ils peuvent gérer. Donc, on a des sales qui
ont dans leur portefeuille des entreprises de 1 à 10 salariés, 11 à 50 salariés et ainsi de suite. Donc eux, ils vont déjà en fait, les leads sont déjà priorisés, c'est-à-dire que les sales ont déjà leur portefeuille de prospects qu'ils sont censés adresser. Et ensuite, il est vrai que moi, je leur ai tous défini des créneaux dans leur agenda avec très souvent des liens. Tout à l'heure, on parlait de CRM, des liens Salesforce pour pas les citer, sur lesquels j'ai déjà fait, on va dire en tout cas, pré-mâcher le travail. Et je leur dis en fait, à telle heure, vous avez juste à cliquer sur ce lien, ça vous dira quoi faire. Parce qu'en fait, c'est très important pour nous d'être réactifs. Très souvent, lorsqu'on nous sollicite, on est loin d'être les seuls sollicités. C'est un petit peu le challenge qu'on rencontre quand on est sur l'inbound. On est très souvent plutôt dans une position où on est benchmarké, plutôt que dans une position où on est les seuls adressés. Et dans ce cas-là, généralement, le plus rapide avec la meilleure réponse remportera le deal, sauf quand on commence à arriver sur des structures vraiment de taille très importante, où là va y avoir encore un autre processus. Mais donc du coup, oui, la réactivité pour nous, c'est très important. Le suivi également des opportunités qu'on peut ouvrir, l'accompagnement du client. Tout à l'heure, on parlait de l'accompagnement du sales. L'accompagnement du client sur l'inbound est également très important. C'est ce qui nous permet, avec l'approche consultative, de nous différencier d'autres concurrents, j'ai envie de dire, qui auraient peut-être une autre approche plutôt produit, et où le prospect se sentirait pas embarqué avec quelqu'un qui pourrait plutôt choisir comme un partenaire plutôt que juste comme une personne qui va lui vendre une solution. Ok, j'entends. Du coup, effectivement, cette rapidité, cette efficacité, elle est complètement liée. Vous avez tous les trois développé des canaux complètement en lien avec votre marché, en l'exploitant et en essayant surtout de le comprendre. À chaque fois, vous avez dit, ok, on est revenu, on a même changé complètement la marque. Donc là, on va assez loin, on essaye de comprendre la réactivité. Alors, petite question pour finir comme ça, c'est ok, pareil sur 2024, vous nous avez exposé de nombreux cas, de nombreux usages, de nombreux finalement canaux d'acquisition. C'est quoi pour vous la priorité là dans les 3 mois dans vos équipes d'aller développer comme canal? On vous a déjà les partenariats, ok, on a réduit donc on a un peu moins de dépendance. Mais c'est quoi celui où tu dis là dans 3 mois là il faut que ça double ou on en est un peu plus? Là, on a un fort enjeu avec un partenaire, donc toute la boîte est focus là sur le lancement d'un. Lui, il faut le signer, quoi. Faut y arriver, il est déjà signé, mais on passe dans un scope vachement plus important et vachement plus imbriqué justement. Donc là, on a un focus de boîte. Les OKR de la boîte sont complètement orientés sur ce partenaire-là carrément. Et après, sinon, le prochain canal qu'on a un peu en ligne de mire à essayer au moins de tester dans un premier temps, c'est quand même de l'outbound sur des gros clients. Ah, quand même. Donc là, il va falloir avoir des commerciaux. Et là du coup on commence tout juste les premiers tests là et l'idée c'est quand même d'aller tester faire un peu d'outbound sur des comptes clés. Ok. Et comment qui ne viennent pas à nous aujourd'hui par les différents canaux d'acquisition. Quels sont les outils qui vont te permettre de bien les former, d'avoir une base de connaissances pour ça? Alors t'as pas mal d'outils qui existent aujourd'hui, mais donc avec potentiellement LinkedIn Sales Navigator, te permettre déjà de faire des bases. L'identification, et après, je pense qu'on va tester plusieurs choses, une approche d'emailing, une approche éventuellement même de cold call. Plein de choses à tester, mais en tout cas on a l'outbound en ligne de mire pour la prochaine étape. Ok, intéressant. Maxime, même question. Allez, on développe quoi là? Parce que déjà il y a eu un grand pas, on est passé du terrain pur et dur au digital, à l'audit, au product led. C'est quoi le prochain? Partenariat à fond. En fait, on a déployé depuis octobre de l'année dernière, donc c'est aussi très récent comme le secteur public. C'est l'autre partie de mon activité. Okay. Un programme apport d'affaires qui nous permet d'aller chercher des leads qualifiés auprès de potentiels partenaires. Donc là aujourd'hui, on vient de se lancer. On travaille principalement avec des banques et des startups qui sont sur le même type de clientèle que ce local. Ouais, ça, forcément, on va chercher donc on va chercher des leads par ce biais-là, avec un système assez clair. En fait, nos partenaires poussent une offre préférentielle qu'on a mis en place dans le cadre de ce programme auprès de leur base client, et inversement, nous poussons aussi les offres de nos partenaires auprès de notre base client. C'est tout nouveau pour les clients sur local. Tous nos clients, des TPE, des PME, des artisans, des commerçants de proximité, commencent à recevoir des communications sur des offres de partenaires de ce local. On a créé cette année là, donc en début d'année, une marketplace sur notre espace client. Solocal dispose d'un espace client qui s'appelle Solocal Manager, qui est utilisé non seulement par nos 260 000 clients, mais aussi par toutes les entreprises de France qui veulent mettre à jour de base leurs informations sur page jaune. Donc en fait, chaque année, il y a plus de 700 000 entreprises qui utilisent cette application. Oui, c'est pas mal. Et donc on a créé notre marketplace, et sur cette marketplace, nos 260 000 clients peuvent consulter les offres préférentielles mises à disposition
par nos partenaires, ce qui leur permet d'avoir des solutions de banque en ligne, par exemple. On parlait d'assurance comme Stello, puisqu'on travaille avec Stello, peut-être bientôt avec Ringover. Clairement, on travaille aussi avec Conto sur la partie banque en ligne. Donc, ce qui permet vraiment d'apporter des services différents. C'est tout nouveau, hein, ça se développe, c'est pour l'instant embryonnaire, mais on pense que ça a un gros potentiel. D'autant plus que ce local a toujours fonctionné dans sa stratégie de vente uniquement sur ses forces commerciales. Là, c'est une petite nouveauté. On n'est pas allé jusqu'au bout du chemin, puisque pour le moment, on n'est pas dans des partenariats de revente. On est vraiment dans du lead qui est ensuite transmis à notre force de vente. Mais ça permet aussi, dans la culture d'entreprise, dans la culture auprès des forces de vente, de travailler aussi notre force de vente à être un peu plus ouverte à l'externe. Récemment, là, on a un lead qui est arrivé de par un de nos partenaires, sans les citer, qui font plutôt de l'accompagnement juridique pour les petites entreprises, et le commercial qui a été en charge du compte et qui a signé ce nouveau client a été ravi d'avoir un lead qualifié qui était super pertinent pour lui, et d'avoir une signature qui a du tout été accélérée sur une offre de site internet mis à disposition de ce client. Ok, je prends. Donc partenaire, voire quasiment marketplace, donc de partenaires. Eléazar, même question? Oui, ce serait plutôt pour nous axer encore plus le self-serve, le développer. Aujourd'hui, tout à l'heure, tu parlais du fait que si je m'abuse, sur le self-serve, vous aviez à peu près 40% de votre chiffre d'affaires qui était réalisé. C'est quelque chose de beau, et c'est quelque chose qu'on aimerait faire aussi. On sait, il y a une étude qui est sortie, qui a été faite par Spot dernièrement, qui disait que sur la génération des personnes de moins de 30 ou 40 ans, 90% de cette génération-là préférait tout simplement avoir un parcours de vente sans interlocuteur. Donc du coup, c'est vrai que cette donnée, elle est hyper importante et elle est clé pour nous. Si on veut se développer, on veut pas perdre finalement cette clientèle qui serait peut-être introvertie ou qui voudrait pas parler avec nos commerciaux. Donc on est en train de refondre totalement notre site internet, le self-serve, pour qu'il soit le plus intuitif possible et qu'il puisse tout simplement être client, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, mais se sentir réellement client, c'est-à-dire avec de la communication, pas juste une personne qui vient, qui met sa carte bancaire, qui a une licence et qui finalement n'est pas accompagnée. On veut s'assurer également d'avoir un minimum de suivi tout au long de la vie de ce client pour le garder avec nous, qu'il soit satisfait et qu'il puisse devenir également prescripteur de Ringover auprès de son cercle. Le product led. Ça marche. On est à 1 minute 20. Pour une fois, j'ai dépassé sur cette partie-là. On va poster déjà un petit sondage, parce que c'est toujours intéressant de savoir ce que vous avez retenu, c'est-à-dire sur quoi vous allez vous appuyer justement demain. Donc ça m'intéresse. On va le décaler. Vous pouvez aussi nous poser pas mal de questions. Donc il y a déjà quelques questions qu'on va répondre. La première, je vais la généraliser. Je vais pas la prendre telle quelle, mais je la trouve assez parce qu'on a parlé finalement d'arriver à développer des nouveaux marchés, de l'upsell, du cross-sell. Donc pas de débat. Delphine nous a dit bah oui, mais d'abord il faut une base client assez forte. Alors c'est sûr, quand on démarre, je sais pas qui vous êtes, ok, je vais acheter autre chose, il y a autre chose. On a aussi fait des pivots, et puis finalement cette question elle aborde quelque chose, c'est ok, mais est-ce qu'on se développe à l'international? Je sais pas si vous le faites, vous. Nous, on a eu jusqu'à maintenant une stratégie plutôt inverse. Ce local a eu un certain nombre de pavillons à l'international. On était en Espagne, on était en Angleterre, en Autriche. On a plutôt été dans une stratégie de cession d'actifs pour se recentrer sur le marché français. Au moment justement où on était en train de faire pivoter notre business model d'un modèle non pas en abonnement à un modèle en abonnement. Mais en revanche, on a conçu et développé des plateformes technologiques qui sont scalables, donc qui potentiellement le jour où on se sentira beaucoup plus mature sur le marché français, même si on a déjà un gros portefeuille client, mais plutôt dans un axe de croissance, on sera potentiellement en capacité d'aller à l'international, mais c'est pas un projet pour moi. Pour l'instant, c'est pas. Hasard, je le sais, mais bon, je vais poser la question comme si je le savais pas. L'international pour toi, en tant que levier de croissance? Forcément, et encore heureux vu la stratégie qu'on a mis en place au sein de Ringover. C'est vrai qu'on est présent nous déjà physiquement sur 4 pays. Donc on a la chance d'avoir des bureaux à Atlanta aux États-Unis, on en a à Barcelone en Espagne, au Royaume-Uni et puis également ici en France. Donc ce qui va être important, tout à l'heure tu parlais de scalabilité, c'est qu'on a de la chance d'avoir des choses qui fonctionnent très bien ici en France, qu'il faut du coup pouvoir dupliquer. Et voilà, c'est surtout là-dessus qu'on va pouvoir aller plus haut, aller plus fort, prendre ce qui marche ici, le dupliquer, former les personnes
sur site pour s'assurer qu'elles aient tout simplement le bon niveau de connaissance, le bon niveau de formation pour qu'elles également elles puissent transmettre à leurs équipes. Donc oui, gros enjeu pour la croissance. En tout cas, on y croit fort ici. Ouais, pour l'avoir fait dans de nombreuses entreprises et dont là, Ringover, pour moi, le critère premier quand on veut se développer à l'international, c'est déjà être sûr que tout fonctionne, mais comme du papier à musique, effectivement, en France, et être capable de le faire au début de la France. C'est-à-dire, on peut très facilement tester. D'ailleurs, l'inbound, tu l'as dit, ok, on peut finalement arriver à rayonner si on a une marque avec le digital, les transformations, on peut le faire à l'international. Par contre, il faut être sûr au début d'être finalement dans le centre décisionnaire pour être capable d'aller pas mal chercher. On a les résultats du sondage assez intéressants finalement dans ce qui ressort comme étant les leviers pour la semaine prochaine, pour cette année, marketing direct, recommandations. C'est vrai qu'on l'a abordé vraiment de manière très forte. C'est-à-dire que tu disais, ben oui, mais quasiment ils se connaissent tous. Et j'ai même, pour ceux qui nous ont suivis dans un des précédents interviews qu'on a fait, j'avais même une des speakers qui me disait, et nous on a 25% de notre pipe qui vient de la reco. Et ça, je trouvais ça énorme. Et c'est pareil, tes commerciaux, tu les as formés à aller chercher quoi. C'est-à-dire, arrêtez de signer juste out of the blue. En fait, vous avez des clients, demandez-leur quoi. Complètement. Et là, j'ai une anecdote sympa aussi. Il y a de ça un an, on a remporté un prix de l'accessibilité numérique avec la Caisse primaire d'assurance maladie. Donc, on est monté sur scène et c'était les cadors du secteur public numérique. Et on a rencontré à l'occasion de cet événement le service de santé des armées. Okay. Le service de santé des armées a été séduit par notre offre et on s'est tapé dans la main en disant l'année prochaine, on monte sur scène ensemble. Et on est monté sur scène il y a un mois. Et là, on vient de refaire la même chose avec 2-3 potentiels prospects qu'on a rencontrés sur cet événement. Et j'ai bon espoir que l'année prochaine, on monte avec eux sur scène à nouveau. Et c'est vraiment la puissance de la recommandation de la marque qui a été vue sur scène. Et quand je parle de la marque, je parle de Solocal, mais aussi bien sûr de nos clients qui sont des vrais moteurs de recommandation pour aller chercher des prospects et les faire devenir clients. Ouais, clairement. Je vais passer à une autre question, je trouve intéressante et à mon avis qui est plus importante à Delphine. Il disait, ok, les prospects naturels, ceux qu'on va chercher, comment on positionne notre marque, ok, on les contrôle parce qu'on sait là où nous on va taper, mais finalement avec des partenaires un peu plus compliqués, c'est-à-dire que des partenaires peuvent vous envoyer finalement des clients ou en tout cas des prospects qui sont pas exactement la cible. Comment on contrôle ça? Comment on s'assure que finalement le partenaire il a compris un peu notre ADN et il envoie pas tout et n'importe quoi? Non, alors nous on est assez transparent dès le départ. On a même des contrats de partenariat dans lesquels on demande à nos partenaires de nous envoyer qu'une certaine typologie de leads. Globalement, on traite quasiment tout. Il y a que certains métiers qu'on n'est pas capable de traiter. Et ça, en fait, c'est assez clair entre. Voilà, c'est bien, c'est ouvert. Donc du coup, ok, envoyez, vous inquiétez pas, on va traiter quoi. Non, alors justement, il y a une certaine partie, ils savent dès le départ qu'on les traitera pas. Okay, donc et en revanche, très facilement. Ouais, exactement. C'est en général sur le métier. Ok, donc finalement, on en revient d'ailleurs au mot qu'on avait utilisé tout à l'heure, c'est la connaissance du persona. C'est si on sait exactement qui on veut, tu donnes ça à tes partenaires, tu leur dis ok, bon c'est ça en fait, arrêtez de m'envoyer tout et n'importe quoi. Vous pouvez faire un premier filtre et c'est ça qu'on envoie et donc du coup on arrive effectivement à ça quoi. Ok, j'entends. Sur les alors un outil assez classique, mais je pense que c'est pas le thème du jeu et à la limite je reverrai plutôt sur tous les liens LinkedIn, c'est ok les outils IA les plus adaptés, performants. J'en connais plein de tête et à la limite on fera un post là-dessus et je pense qu'il y a même un webinaire qui arrive donc celle-là je vais la laisser un peu de côté pour le moment. Une question qui nous interroge tout un chacun. Ok, sur les premiers mois de l'année 2024, ça a été quoi le plus performant? Alors je vais enlever l'événement que tu as réussi à faire. Alors 800 personnes, effectivement ton propre événement. Si je mets ça de côté, question intéressante pour toi, c'est quoi le plus performant là? C'est quoi ce qui marche le mieux et qui a remonté? Donc à l'inverse de ma question précédente en disant vous allez vous pencher sur quoi? Allez, on fait un rétro-pédalage, on regarde le début d'année, ça a été quoi là où ça fonctionne le mieux? Je te laisse démarrer. Ouais, les partenariats. Ouais. On revient à chaque fois, c'est clé. J'hésite entre les partenariats et les événements. Partenariat, c'est sûr, mais c'est normal. Si à chaque fois que t'es sur scène à faire le bout, forcément que les événements ça va. Non, mais je pense que les gens ont quand même besoin de contact humain et de plus en plus. Je pense que la période après Covid a été compliquée et je m'aperçois qu'effectivement, particulièrement sur le secteur public, les contacts humains sur des salons génèrent vraiment un gros potentiel derrière. Ok, ça marche. Et Lézard, même question?
Pour partenariat également, partenariat et SEO. Normalement, on a vraiment de la chance d'avoir une équipe grosse qui tourne à plein régime, qui nous amène beaucoup de leads et surtout via le SEO. Mais ils sont talonnés depuis peu par les partenariats. On a de la chance également d'avoir une équipe en charge de ces partenariats qui sont toujours à la recherche de nouveaux partenaires pour nous accompagner dans notre croissance, qui nous amène de plus en plus de partenaires avec des clients finaux de plus en plus gros et de plus en plus rapidement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça serait plutôt sur ces deux canaux depuis début 2024 sur lesquels je dirais que c'est les plus importants pour nous, quoi. C'est vraiment qui sont très porteurs. Bien développés. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions par rapport à ceux que je vois? Non. Donc, messieurs, dames, du coup, bien. Est-ce que un petit mot pour finir ou est-ce qu'on est bon? Le petit mot de la fin, c'est déjà merci. Merci, je pense que ça a été très riche et assez intéressant. On a vu plein de stratégies différentes et même parfois revenir aux fondamentaux, donc ça j'adore. Comment on va questionner finalement nos clients, nos marchés, comment on fait en sorte d'être rapide et de former nos commerciaux et de les suivre. Donc il y a vraiment plein de sujets. On voit que les leviers de la croissance, faut aller chercher, surtout de la croissance rentable. On l'a évoqué plusieurs fois, hein. La croissance pour la croissance, c'est un peu fini. Et donc n'hésitez pas, vous avez effectivement les contacts. J'imagine que vous êtes tous sur LinkedIn. Donc si on a envie, on vous contacte directement, pas de souci. En tout cas, merci à vous, merci de nous avoir accompagnés jusque-là. On espère encore une fois vous avoir amené beaucoup de connaissances. Vous savez que c'est un rendez-vous qu'on fait très régulièrement. On a la chance d'avoir effectivement des interlocuteurs de qualité. Donc merci beaucoup pour ce que vous nous avez amené. Je pense que c'est très très riche. Et puis j'espère à très vite en tout cas et au plaisir. N'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn ou directement via nos entreprises respectives. Merci, au plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci.